Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très chère Hélène, Mesdames, Messieurs, évidemment, j'ai un discours qui est prêt, qui est écrit, et je pourrais y revenir, parce qu'on parle de programme d'engagement de la France. Mais dans le fond, si j'ai accepté avec beaucoup de volonté et d'engagement très personnel à intervenir aujourd'hui, c'est parce que je pense que les violences faites aux enfants et les violences sexuelles en particulier, c'est encore trop tabou, trop un drame, trop de non-dits. Il y a des mots qu'on n'arrive pas encore à prononcer, en tout cas à assumer. Le viol, l'inceste, les conséquences dans la fratrie, quand la personne qui a abusé de vous l'a fait de manière sciemment et a continué et a duré dans le temps. Ces derniers mois, on a eu des procès, on a eu le Squarnec, on a eu Mazan, et chaque jour, on voit que l'horreur est poussée un peu plus loin. Mais ce que vous mettez en évidence aujourd'hui, en réunissant plus de 400 personnes, très cher Raoul, c'est peut-être une vulnérabilité encore supérieure, supplémentaire, parce que ce n'est pas anodin d'être dans un parcours migratoire. Moi, je suis l'enfant d'une première génération. Mes parents sont nés au Maroc, ils sont arrivés, ils étaient majeurs, ils sont arrivés pour étudier. Et puis, comme beaucoup de familles, quand tu ne t'es pas encore enraciné, et ben quand un drame te touche, et ben tu essayes de trouver la chaleur de tes proches. Donc, comme des millions de familles, mes parents ont divorcé. Et quand ils ont divorcé, on est revenu au Maroc, et j'ai passé toute mon enfance au Maroc auprès de ma mère et de mes grands-parents. Et finalement, ces mouvements, ces bougées, montrent à quel point c'est des moments de fragilité et de force énorme. De force énorme si on regarde avec honnêteté ce que ça signifie. L'enracinement, le déracinement, la capacité à se sentir pleinement entendu et accompagné dans la pluralité de sa vie et finalement avec tout ce qu'on a dans le sac à dos. Et c'est pour ça que ces violences sexuelles aujourd'hui, en contexte migratoire, en tout cas à mes yeux, posent plein de sujets au-delà du tabou profond dans notre société. C'est plus de 30% des femmes qui sont aujourd'hui victimes de ces violences sexuelles. C'est des enfants, c'est des traumatismes profonds bien sûr, avec des séquelles, avec une détresse qui a besoin d'être accompagnée autant de manière clinique que psychique. Des vulnérabilités qui, au-delà de l'absence parfois de repères dans notre pays, ici, où ils demandent d'une certaine manière cet accueil, eh bien, ces fragilités, elles sont renforcées par des freins linguistiques, parfois la méconnaissance des droits, la difficulté à y accéder, la complexité de nos démarches administratives, les freins sociaux ou familiaux, des freins liés aussi en termes de mobilité. Eh bien, à tous ces freins, à toutes ces vulnérabilités, il y a en plus ce bagage d'avoir été violenté dans ce qu'il y a de plus précieux dans sa chair. Et ces violences, elles ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas une fois arrivées. Il y a un continuum à briser. Et il ne passe que par la reconnaissance. Pour pouvoir se reconstruire, il faut mettre des mots. Il faut reconnaître le statut de victime. Il faut reconnaître le statut de victime aux enfants, qui sont les co-victimes de ces violences, si ce n'a pas été direct, si ça n'a pas été, pour le coup, reconnu en direct. C'est une spirale infernale. Et cette spirale, on peut la briser. On peut la briser d'abord par, bien sûr, des politiques de prévention, mais aussi en ouvrant les yeux, en osant dire, accompagner, reconnaître ces vulnérabilités peut-être plus spécifiques. Je pense bien sûr aux victimes directes de ces violences sexuelles, très souvent des mères, commises parfois par des proches, mais aussi commises par des réseaux qui exploitent ces vulnérabilités. Et donc, par rebond, parfois pour protéger leurs propres enfants, eh bien, elles se retrouvent à être ce bouclier. Pour ces multiples raisons, la loi dans notre pays a avancé et reconnaît aujourd'hui le statut de co-victime. Mais quelle protection, quel accompagnement. Et c'est là où, plus que jamais, le fait d'être ici, au sein de l'hôpital Necker, là où la médecine doit pouvoir accompagner les femmes, mais accompagner leurs enfants tout au long de ce parcours, est à mes yeux une des conditionnalités. Conditionnalité, alors même que, je le disais en préambule, c'est encore tabou, encore trop tabou. La France a été le deuxième pays à signer, bien sûr, et à ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est censée garantir les situations de déracinement, de protéger. Mais aujourd'hui, on voit encore qu'au 15e anniversaire de la Convention de Lanzarote, celle qui est censée poser les bases de la lutte contre l'exploitation sexuelle et des abus sexuels, tous les États de l'OCDE n'ont pas signé.
alors que ça paraît une évidence. Comment mettre en place pour que ces traités, que ces conventions qui sont des volontés, des engagements se retrouvent au quotidien, en tout cas dans nos villes, dans nos rues, auprès des familles? Eh bien, ce sont des actions nationales à déployer. Je pense au plan de lutte, bien sûr, contre l'exploitation sexuelle des mineurs et la prostitution des mineurs qui a été lancé en 2021. Je pense bien sûr à l'exploitation et la traite humaine qui date de 2024. Je pense aussi à la stratégie de lutte contre le système professionnel et l'exploitation par les réseaux, parce qu'ils ciblent volontairement, ils ciblent des jeunes plus vulnérables. Et donc, ils ciblent des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ils ciblent des MNA. Ils les ciblent volontairement parce que ce sont des proies. Ce sont des proies plus vulnérables. Et donc, ce parcours migratoire qui va être le fil rouge est en réalité une vulnérabilité supplémentaire à accueillir, mais à accompagner par les hommes et les femmes de la protection de l'enfance, mais aussi les hommes et les femmes qui, au quotidien et au terrain, très chère Hélène, entre autres, voyaient et brisaient finalement ces tabous en permettant parfois de libérer la parole, mais surtout d'accéder aux droits. Je pense bien sûr également au démantèlement de ces réseaux d'abord criminels, enfin, je dirais des choses, on va les nommer telles qu'elles sont, qui exploitent ces victimes, qui les maintiennent aussi dans une sorte de dépendance de santé psychique qui a des conséquences sur la santé psychologique. Ces réseaux, ils profitent des fragilités, ils profitent également des vécus, oui, difficiles, mais dans le fond, qui peuvent être, pour beaucoup de femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, beaucoup de mamans, une force énorme pour accompagner et protéger leurs enfants. Alors même que ces enfants, parfois, effectivement, sont le fruit de viols. Et ce n'est pas simple. Mais alors, ils sont là, ces enfants. À quel moment on brise cette spirale infernale? Cette spirale, elle se brisera que si, d'abord, comme ici, eh bien, on met des mots, on fait des coalitions, on assume de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et qu'on fait de l'accompagnement de ces victimes et de ses parents la priorité. En passant par le soutien et le soin, parce que oui, le mot, il faut le dire, c'est le soin des traumatismes. Et Dessine-moi un mouton, depuis sa création, prend en charge effectivement des femmes, des hommes, des enfants qui vivent avec le VIH, qui aujourd'hui est une arme de guerre, et j'assume mes mots volontairement, qui l'a été, comme le viol, pendant des années et encore aujourd'hui dans un certain nombre de conflits. Ces enfants, ils peuvent être accueillis dans des dispositifs, moi, que je trouve extrêmement intéressants, mais qui ne sont pas encore déployés partout. Je pense aux UAPED, aux unités d'accueil pour les enfants en danger, où on met de la pluridisciplinarité, où la justice est embarquée pour protéger. Et je pense que c'est essentiel. Je pense également, parce qu'on est dans ces murs, au travail de Céline Gréco en particulier, avec les enfants qui sont protégés, au dispositif santé protégée déployé pour la protection de l'enfance ou plus largement les questions, pour le coup, d'intégration avec le plan Toutes et tous égaux qui a été lancé en 2024 et dont l'objectif est de sensibiliser les primo-arrivants en complémentarité d'un contrat d'intégration, pour le coup, républicaine. Près de 500 personnes ont pu bénéficier sur 5 départements. J'ai envie de dire vivement que ça se généralise, puisque 500, c'est peut-être une goutte d'eau, mais ça reste 500 familles. Le gouvernement soutient également des projets avec la CIMAD, dont l'objectif est de coordonner et de développer des actions sur l'ensemble du territoire, cette fois-ci, de protection des victimes, avec différents axes. Je pense bien sûr aux violences, aux différents acteurs, mais aussi à la sensibilisation des enfants, les maisons des femmes et de la santé qui sont adossées aujourd'hui aux UAPED. On comptait 107 maisons de mémoire. L'objectif, c'est que tous les départements en soient dotés avant 2027. Mesdames, Messieurs, je crois que le plus important, c'est évidemment de briser ces tabous, d'accompagner avec réalisme ces femmes qui aujourd'hui sont victimes, leurs enfants également, parce qu'ils peuvent être des proies ciblées, dans une situation où leurs vulnérabilités sont plus accrues, dans une situation où elles n'accèdent pas à leurs droits, et dans une situation où le débat politique ne facilite pas, en réalité, de mettre au cœur de notre quotidien la protection des plus vulnérables. Donc, mesdames, messieurs, très cher Raoul, merci. Merci du culot, merci de l'audace et merci de nous réunir. Je vous remercie.
Merci à tous les deux, Raoul Salomon, Sarah El Haïry, pour cette introduction pétillante et audacieuse. Merci d'avoir ouvert le bal de cette journée. Vous restez tous les deux évidemment avec nous. Sachez que ce colloque est diffusé en ce moment même en direct, je l'ai dit, et je précise une nouvelle fois que cette journée est la vôtre. Donc n'hésitez pas à préparer des questions et vous aurez tout le loisir de poser vos questions au moment prévu pour les échanges.